Cet homme sans abri est assis tranquillement dans le train. Cependant, la paix est rapidement troublée lorsqu'un groupe de jeunes voyous entre dans le wagon. En bousculant deux autres passagers, ils montrent clairement qu'ils cherchent des ennuis. L'un des passagers exhibe une arme à feu pour les dissuader, mais Anton, le chef des voyous, n'est pas intimidé. Anton et son groupe parviennent à effrayer les autres, qui préfèrent partir sans faire d'histoire. Après avoir annoncé à ses amis qu'ils allaient transporter des armes cette semaine, Anton remarque l'homme sans abri et pense que c'est le moment idéal pour se faire de nouveaux amis. Le jeune fauteur de troubles tente alors de voler la bouteille d'alcool de l'homme, mais celui-ci attrape sa main et la serre fermement. Cet homme n'est pas un simple sans-abri. En réalité, il s'appelle John Reese, un agent spécial qui a vécu de nombreuses missions mouvementées par le passé. Anton tente de dégager sa main, mais John la maintient fermement avant de la relâcher. Cependant, Anton n'en reste pas là. Il se moque de John en lui reprochant de ne pas avoir apporté assez d'alcool pour tout le groupe. Ce que ces jeunes ignorent, c'est qu'ils s'attaquent à la mauvaise personne. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ils essaient de coincer John dans un coin du wagon. Mais John réagit immédiatement. En un éclair, il neutralise les voyous en leur brisant les poignets, en leur assénant des coups de genoux dans des zones sensibles et en frappant leur gorge juste assez pour les faire suffoquer. Les 5 individus sont alors conduits au poste de police. L'agent Carter examine les images de vidéosurveillance avant d'entrer dans la salle où John est retenu. Avec un brin d'ironie, elle plaisante en lui disant qu'il aurait pu lui rendre service en frappant encore un peu plus ses délinquants. Elle tente de lui faire la conversation, mais John reste silencieux. Carter, cependant, a une idée pour découvrir son identité. Elle lui offre un verre d'eau et remplace son ancien gobelet en plastique par un nouveau. Faisant preuve d'une grande prudence, elle le manipule en évitant de toucher les zones où John aurait pu laisser ses empreintes. Après s'être excusée, elle confie le gobelet à un expert en médecine légale. Celui-ci scanne les empreintes et les compare avec la base de données de la police. Rapidement, il découvre le véritable nom de John et constate qu'il a été impliqué dans plusieurs scènes de crime. De plus, 4 mandats d'arrêt sont en cours contre lui dans 4 pays différents. John est donc un homme au passé trouble. Bien que Carter aimerait en apprendre davantage sur lui, un mystérieux avocat obtient bientôt sa libération. L'avocat le conduit alors auprès de son employeur, Harold Finch, qui souhaite lui parler. Harold est un homme fortuné, doté d'un accès étendu aux informations. Il semble tout savoir sur le passé de John et connaît même son profond mal-être, allant jusqu'à lui affirmer qu'il essaie de s'autodétruire en noyant son chagrin dans l'alcool. Selon Harold, John a besoin de quelque chose que lui seul peut lui offrir, un but et un travail. Finch l'emmène alors au cœur de New York et lui confie une information troublante. Une personne meurt toutes les 18 heures dans cette ville. Mais que se passerait-il s'il pouvait empêcher ces morts ? Harold explique qu'il possède une liste de personnes qui seront impliquées dans des crimes imminents. Il désigne alors une femme nommée Hansen et affirme que quelque chose va lui arriver. Le problème avec cette liste, c'est que Harold ne sait pas si les personnes qui y figurent seront les victimes ou les criminels. C'est pourquoi il veut que John surveille cette femme, découvre ce qui va se passer et sauve la victime impliquée. Cependant, John n'est pas convaincu. Il pense que Harold n'est qu'un riche obsédé par son ex-petite amie. Ainsi, sans plus de considération, il tourne les talons et s'éloigne. Mais Harold ne compte pas le laisser partir si facilement. Ces hommes tentent de retenir John, mais ce dernier les met hors d'état de nuire en quelques secondes. John se rase dans sa chambre d'hôtel afin de changer son apparence. Ce soir-là, Finch lui tend un piège en diffusant un enregistrement sonore. Il s'agit d'un meurtre ayant eu lieu 3 ans auparavant, dans la chambre d'hôtel voisine de celle où John passe la nuit. Avec une pointe d'ironie, Finch lui lance qu'il est arrivé trop tard, avant d'ajouter qu'il en avait été de même pour son amie Jessica. Cette révélation laisse entendre que John avait une petite amie qu'il aimait profondément et qu'il a perdue. Bouleversé et en colère contre Finch, il lui lance « Qu'est-ce que tu en sais ?» Pourtant, au fond de lui, il sait que Finch dit la vérité. Convaincu par l'idée qu'il pourrait sauver des vies en collaborant, il accepte finalement de travailler avec lui. Harold l'emmène alors dans un lieu qui lui sert de centre d'opération. C'est là que John réalise que la liste de Finch ne contient pas de nom, mais uniquement des numéros de sécurité sociale appartenant aux personnes potentiellement impliquées dans des crimes. Dès lors, John se met au travail et réduit la liste des ennemis possibles de Hansen à 2 suspects. Le premier est Wheeler, son co-conseiller juridique. Il avait une relation amoureuse avec Hansen, mais celle-ci a rompu avec lui. Le second est un gangster du nom de Pop, que Hansen a contribué à faire emprisonner. En continuant de la surveiller, John assiste au procès de Pop,
où le détective Fusco témoigne. Cependant, après l'audience, Hansen réprimande Fusco car il s'est écarté du discours prévu sans la prévenir. Plus tard, elle rend visite à Pop en prison et lui confie qu'elle est persuadée qu'il n'est pas coupable du crime pour lequel il a été condamné. Grâce au micro dissimulé dans son téléphone, John entend une conversation révélatrice. Pop a un jeune frère, Michael, qu'il cherche à protéger. Il apparaît alors que Pop ment sur le meurtre qu'on lui attribue afin de préserver son frère, témoin direct du véritable assassin. Le lendemain, Wheeler entre dans le bureau de Hansen et fouille son ordinateur à la recherche d'informations sur Michael. À cet instant, John commence à le soupçonner d'être impliqué dans l'affaire. Mais cette nuit-là, les criminels retrouvent Michael avant que John n'ait pu le protéger. Heureusement, il intervient à temps et neutralise leur camion avec un lance-grenade. Après avoir sauvé Michael, il subtilise des insignes appartenant aux assaillants, révélant ainsi leur véritable identité. Ce sont des policiers corrompus. John commence alors à les surveiller et découvre qu'ils collaborent avec Fusco. Leur mode opératoire est implacable. Ils assassinent ceux qui pourraient parler et impliquent de faux coupables pour détourner les soupçons. Intrigué, John demande davantage d'explications à Finch sur la fameuse liste. Ce dernier lui révèle alors qu'après les attentats du 11 septembre, le gouvernement l'a engagé pour concevoir une machine capable d'analyser toutes les informations captées par les caméras et microphones du pays. Cette machine produit 2 types de listes. L'une concerne les menaces terroristes, l'autre des crimes de moindre envergure. Ne s'intéressant pas uniquement aux grandes attaques, Harold a discrètement mis en place une porte dérobée pour récupérer cette seconde liste. Mais il y a une limite. La machine ne fournit que des numéros de sécurité sociale, sans préciser si la personne concernée est victime ou criminelle. C'est à eux de mener l'enquête. John continue son investigation, persuadé que Hansen est en danger. Pourtant, il finit par découvrir une vérité troublante. Hansen collabore avec les policiers corrompus. Pire encore, ces derniers ont assassiné Pop la nuit précédente, directement dans sa cellule. Peu après, Hansen donne un nouvel ordre. Tuer Wheeler, car il fouille trop profondément dans l'affaire. Mais alors que les policiers s'apprêtent à l'exécuter, Fusco surgit derrière John et le menace avec une arme. John est capturé. Fusco l'emmène en plein désert, avec l'intention de l'éliminer. Cependant, John parvient à s'échapper et retourne à New York. Pendant ce temps, les policiers corrompus s'apprêtent à tuer Wheeler tout en essayant de faire accuser un criminel à sa place. Mais cette fois, John est là, et il arrive juste à temps pour les arrêter. John intervient juste à temps pour empêcher le meurtre, puis il s'occupe de Hansen en manipulant certaines preuves audio pour la piéger. Enfin, il fait chanter Fusco pour qu'il travaille pour lui, expliquant qu'il aura besoin d'un homme à l'intérieur du système pour l'aider. Quelques jours plus tard, John entre dans un ascenseur et engage la conversation avec un homme nommé Bill. Il lui demande si les fleurs qu'il tient sont destinées à sa femme, mais John connaît déjà la réponse. Il poursuit en expliquant que certaines femmes quittent leur mari lorsqu'elles découvrent qu'il les trompe, tandis que d'autres engagent 2 hommes pour maquiller un meurtre en cambriolage qui a mal tourné. Sur ces mots, John neutralise les 2 hommes qui suivaient Bill et lui conseille de trouver un bon avocat spécialisé en divorce. Le lendemain, la machine fournit un nouveau numéro à Harold et John. Cette fois, il s'agit d'une jeune fille nommée Teresa, mais son cas est particulier. Harold emmène John dans un cimetière et lui révèle que Teresa est censée être morte. Son père, un promoteur immobilier, a fait faillite lorsque le marché s'est effondré. Dévasté, il aurait perdu la tête et assassiné toute sa famille lors d'un week-end avant de se suicider. Cependant, Harold affirme que la machine voit tout. Si son numéro est apparu, cela signifie qu'elle est toujours en vie. John se rend alors chez Fusco et lui ordonne d'obtenir le dossier de cette affaire. N'ayant pas le choix, Fusco s'exécute. Après avoir étudié les documents, John annonce à Finch que ce massacre n'était pas un drame familial, mais un assassinat soigneusement mis en scène. Le tueur a fait en sorte que tout ressemble à un suicide du père. Intrigué, Harold lui demande comment il peut en être aussi sûr. John répond simplement « C'est exactement comme ça que je l'aurais fait ». Grâce à sa technologie, Finch parvient à localiser Teresa. John part à sa recherche, mais la jeune fille réalise qu'elle est suivie et parvient à s'échapper avant qu'il ne puisse l'intercepter. Plus tard, John retrouve Harold dans un bureau où il semble travailler. C'est alors qu'il découvre que Harold possède en réalité l'entreprise et ne s'y rend que pour mieux se dissimuler aux yeux du monde. John lui remet ensuite un petit appareil que Teresa a laissé derrière elle. Cet appareil enregistre les informations des cartes bancaires utilisées dans les distributeurs automatiques. Apparemment, Teresa vit en volant ces données et en retirant de l'argent. Pendant ce temps,
John mène son enquête et apprend qu'un tueur à gages surnommé Solnik est responsable du massacre de la famille de Teresa. Actuellement en prison pour une autre affaire, Solnik accepte de le rencontrer. Lors de leur échange, il lui avoue qu'il a un code d'honneur et qu'il ne tue jamais d'enfants. Il s'est contenté de dire à Teresa que si elle parlait, il reviendrait pour la tuer. John veut savoir qui l'a engagé, mais Solnik explique qu'il n'a rencontré son employeur qu'une seule fois et qu'il a été payé en liquide, sans échange de nom. Peu après, Teresa tente de vendre des informations bancaires en ligne, ce qui permet à Finch de la localiser. John la retrouve, mais ils sont immédiatement pris en embuscade par un assassin venu éliminer la jeune fille. John la sauve et l'emmène dans un hôtel, où elle finit par lui révéler que son père accusait son oncle Derek d'être responsable de sa ruine. En poursuivant son enquête, John retrouve Derek et découvre qu'il a conspiré avec 2 puissants promoteurs immobiliers pour faire assassiner son frère. Leur motivation ? Une parcelle de terrain qui, avec la montée des prix, vaut aujourd'hui 40 fois sa valeur initiale. Cependant, il cherche désormais à éliminer Teresa, car si quelqu'un apprend qu'elle est en vie, elle héritera de la propriété. John retrouve l'un des promoteurs, et sans perdre de temps, lui fonce dessus avec un camion. John demande alors à l'homme d'annuler le contrat sur Teresa, mais celui-ci lui répond qu'il est déjà en cours. Pendant ce temps, à l'hôtel, l'assassin traque la jeune fille, tandis que Harold tente de la faire sortir discrètement par l'escalier de secours. Malheureusement, l'homme armé les repère et les met en joue. Mais, juste à temps, John surgit et abat l'assaillant. Le lendemain, John contacte l'agent Carter et lui annonce qu'il est temps pour eux de se rencontrer. Méfiante, Carter arrive accompagnée d'agents en civil, mais sur place, elle ne trouve que Teresa. Elle l'emmène alors au poste de police, afin de la remettre à sa tante. En tentant d'obtenir des informations sur l'homme qui l'a aidé, Carter se heurte à un mur. Teresa prétend que son traumatisme l'empêche de se souvenir clairement de quoi que ce soit. Plus tard, Reese rend visite à Harold dans son bureau, mais ce dernier a déjà changé de lieu. Lorsqu'il l'appelle, Harold lui rappelle qu'il tient à sa discrétion et lui demande de ne plus chercher à le contacter. C'est lui qui l'appellera en cas de besoin.